Blanche à Mathieu Bock-Côté, comme toutes les semaines du lundi au jeudi. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors ce matin, vous voulez revenir sur la résistance ukrainienne qui emporte l'enthousiasme de plusieurs observateurs à l'Ouest depuis jeudi dernier. Oui Dimitri, mais pour cela, vous me permettrez d'abord un petit détour historique par la Finlande, car le passé éclaire toujours le présent. Le 30 novembre 1939, à la surprise de tous, la Russie décidait d'envahir la Finlande. Pour quelle raison? Parce que les négociations visant à établir une zone tampon permettant de protéger Leningrad d'une éventuelle agression nazie avaient échoué. Les Russes décidèrent alors de lancer ce qu'on pourrait appeler une guerre d'agression préventive. L'histoire se répète. Ils s'attendaient à une victoire rapide, mais ils butèrent à la surprise de tous sur la résistance opiniâtre des Finlandais, résolus à défendre leur terre, leur patrie, leur pays. Cette résistance a suscité une immense admiration internationale. On a même forgé un concept pour la nommer, le concept de Sisu, témoignant de cette résistance absolue dans l'épreuve. Et en son cœur émergea une figure, bientôt devenue mythique, et qui s'était inscrite dans l'histoire et l'imaginaire du pays, celle de Simo Häyhä, surnommé la Mort Blanche, un sniper redoutable qui parvint à battre plus de 500 soviétiques. Plus de 500. La résistance finlandaise avait en cet homme son symbole. Pourquoi ce détour? Car toute résistance, surtout celle d'une petite nation agressée par une plus puissante, construit en temps réel sa propre mythologie. C'est ce qu'on voit se construire en ce moment, non seulement la résistance ukrainienne, mais le mythe de la résistance ukrainienne. Zelensky, homme de théâtre, a compris de quelle manière mener une guerre de communication, de quelle manière scénariser cette résistance, de quelle manière se churchilliser. Il s'est même lancé des phrases d'anthologie. Ainsi, aux Américains qui voulaient l'exfiltrer, il a répondu comme dans un film de guerre américain des années 1980, « J'ai besoin de munitions, pas d'un taxi ». Et on voit désormais, à travers 1000 images rendues possibles par les moyens de communication de notre temps, un peuple mobilisé, chacun prenant son fusil d'assaut pour résister à l'envahisseur, qui découvre tout étonné qu'on ne l'accueille pas comme un libérateur. On ne sait pas combien de temps la résistance ukrainienne durera, d'autant que Vladimir Poutine, déjoué dans son blitzkrieg, pourrait être tenté de monter aux extrêmes, comme on l'a vu lorsqu'il a menacé de faire usage de l'arme nucléaire. Il existe en ce monde une hypnose de la guerre, un grand vertige de la destruction. Il n'est pas interdit de croire que Poutine y est soumis. Mais l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est dans le fait qu'il y a une résistance, qu'elle déjoue pour l'instant le plan des Russes, que chaque journée gagnée contre eux crée les conditions d'une issue inattendue à cette guerre d'agression. Mathieu, est-ce qu'il faut prendre pour argent comptant ce récit enchanté de la résistance ukrainienne? Alors, je dirais seulement, cher Dimitri, que nous devons nous rappeler que dans la guerre, tout le monde verse dans la propagande, même le camp qui a notre sympathie. Ainsi, il y a quelques jours, on apprenait, mais était-ce vraiment une surprise, que les soldats de l'île des Serpents, qui s'étaient apparemment sacrifiés en disant « Go fuck yourself » aux marins russes qui leur ordonnaient de se rendre, n'étaient pas vraiment morts. Oups. La presse qui avait chanté leur courage héroïque a préféré faire passer cette fake news pour une bonne nouvelle en annonçant que finalement, les 13 sacrifiés n'étaient pas complètement morts. Je ne dis pas cela pour faire le cynique, loin de là. Et je sais que la propagande, dis-je, que la propagande est nécessaire à la guerre. Israël Tarte, une figure illustre de l'histoire politique québécoise, disait très justement qu'on ne gagne pas des élections avec des prières. Ce n'est pas non plus ainsi qu'on gagne des guerres contre les héritiers de l'armée rouge. Je m'inquiète seulement d'un rapport au réel un peu trouble, où chacun se met à relayer une propagande sans avoir le souci élémentaire de la véracité des faits. Une fake news est une fake news, même si elle est relayée de bonne foi et qu'elle serve Kiev, Moscou ou Washington. D'autant que les réseaux sociaux nous plongent dans l'urgence du clic. Chacun, même les intellectuels les mieux formés, croient participer à l'effort de guerre un retweet à la fois. On préfère participer à la belle histoire du moment en la relayant, plutôt que prendre le temps de discerner le vrai du faux et conserver sa capacité à faire quelques nuances, comme l'exige souvent l'esprit d'analyse. Mathieu, cette résistance ukrainienne, est-ce que vous y voyez une résistance européenne? Oui, si on veut, car les Ukrainiens ici sont campés aux marches de l'Europe. Ils se battent pour elle, pour l'Occident, pour la démocratie, pour notre civilisation et tout ce qu'on voudra. Mais ils se battent d'abord pour eux-mêmes et cela va de soi. Ils se battent d'abord pour leur pays, pour leur terre, pour leur peuple. S'ils étaient français, on ne leur pardonnerait pas de telles motivations. Mais heureusement, le patriotisme et même le nationalisme sont autorisés lorsqu'il s'agit de peuples étrangers. Il est permis aujourd'hui d'aimer le drapeau pour peu que ce ne soit pas le sien. Mais évitons le mauvais esprit car la résistance ukrainienne est une noble cause et comme un général célèbre l'a dit en d'autres temps à propos d'un autre peuple, nous dirons sans la moindre hésitation, vive l'Ukraine libre. Voilà, j'allais vous le dire, vous êtes au bord du mauvais esprit, mon cher Mathieu. Merci à vous. On vous retrouve demain à 8h38.